Gonzalez et Morgane. Et aujourd'hui, On se retrouve pour parler de Kimi no Na wa, le dernier film de Makoto Shinkai. allons-y. Alors c'est un grand succès au Japon. Là, c'est la 7e semaine d'affilée qu'il est numéro 1 au box-office. Il a même dépassé les 10 milliards de yens engrangés en moins de 28 jours. À titre d'exemple, La Reine des Neiges, c'était en 38 jours. Donc en fait, il semble même marcher mieux que La Reine des Neiges au Japon. Peut-être qu'il va atteindre des sommets au niveau des box-office historiques au Japon. Sachant que La Reine des Neiges au Japon, c'est juste THE institution, c'est multiplié par plus par rapport à la France ou ailleurs. Et du coup, voilà, ce film, Kimi no Na wa, ou Your Name en version internationale, va sortir en France prochainement. On ne connaît pas encore la date, mais on aura, nous aussi, français, le bonheur de le découvrir dans une langue peut-être plus accessible que le japonais. C'est énorme qu'il l'amène en France, parce que pourtant, c'est pas propulsé par Disney comme pour les studios Ghibli. Là, Makoto Shinkai, il est tout seul. Makoto Shinkai, là, le film est produit par Toho quand même. Donc, Toho Cinéma. Toho Cinéma, c'est quand même une grosse structure. Et si vous avez vu la chronique sur Godzilla, vous avez vu que c'est Toho Cinéma qui produit également les Godzilla. Cela étant dit, justement, les Godzilla n'arrivent pas en France. C'est vrai, mais peut-être que là, on a un film qui est plus Pop culture. pop culture et également dans la veine, en fait, de tous les films d'animation qui ont permis de populariser l'animation japonaise en Europe et notamment en France. C'est vraiment dans la même dynamique que les Miyazaki, les Ghibli. Et pourtant, c'est quand même fou de se dire ça, alors que Godzilla au Japon, c'est pareil, c'est une institution, c'est un monument de leur culture à eux, quoi. Oh, ok. Et alors, Makoto Shinkai, le réalisateur ? Eh bien, il n'en est pas à son coup d'essai. Alors, il s'est d'abord fait connaître il y a une quinzaine d'années à travers un film qu'il avait réalisé pratiquement tout seul, The Voices of a Distant Star, qu'on trouve en DVD en France. Par la suite, il a rejoint des productions plus importantes qui sont même arrivées jusqu'à nous, notamment The Place We Promised in Our Earlier Days, ou La Tour au-delà des nuages, et également 5 cm par seconde. Il a vraiment été identifié comme un des réalisateurs les plus prometteurs en fait, de sa génération, et là, en fait, avec Your Name, Kimi no Na wa, c'est le film à travers lequel il explose. Et justement, Kimi no Na wa, quelle est l'histoire ? Makoto Shinkai explore des thématiques qu'il avait déjà commencé à aborder dans ses précédents films, des destinées qui se croisent et qui s'entrecroisent. Notons que c'est le réalisateur, mais c'est aussi lui qui a écrit le roman à partir duquel le film est réalisé. Le roman est sorti 2 mois avant au Japon, donc les Japonais avaient déjà eu l'occasion, pour certains, de lire un petit peu l'histoire et la manière dont elle se positionnait. Il a vraiment tout fait, quoi. C'est à la fois réalisateur, scénariste. Oui. Il a vraiment tout fait de ce point de vue-là. Et en fait, c'est l'histoire a priori anodine de 2 personnages. L'un qui vit à Tokyo, dans la mégalopole, Taki. Et l'autre personnage, c'est Mitsuha. Elle vit dans la campagne d'un petit village qui s'appelle Itomori. Elle ne rêve que d'une chose, c'est de vivre dans une grande ville. Et en fait, la nuit, quand ils dorment, parfois, ils intervertissent leur identité. Donc, Taki se retrouve dans la peau de Mitsuha, qui du coup se comporte comme un garçon. Et Mitsuha, elle, se retrouve dans la peau de Taki, découvrant en fait le bonheur de vivre dans une grande ville. Au fur et à mesure, en fait, ils vont se rendre compte de ce mécanisme de changement de corps, ériger quelques règles pour que tout se passe bien, et toute la dynamique du film semble partie ainsi. Mais en fait, c'est que le premier tiers du film qui tourne autour de cette problématique-là, parce que passé le premier tiers, il se passe un événement qui change toute la donne, et qui nous fait passer en fait dans le film qui était purement un petit peu humoristique, basé sur des éléments assez classiques de comédie, vers quelque chose qui est un peu plus dramatique, plus profonde, qui dévoile en fait les liens entre les personnages et les destinées entre ces personnages et même l'environnement dans lequel ils évoluent. C'est vraiment une grosse surprise. On va juste dire que dans la deuxième partie du film, on approfondit vraiment le lien entre ces 2 personnages, pourquoi il y a ce lien-là et quel sens lui donner. Ok, mais alors pourquoi est-ce que ça marche finalement ? Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça, à mon avis, notamment le fait d'explorer des thématiques qui sont classiques mais appréciées des Japonais, notamment la problématique d'interversion de corps. L'interversion de corps, on la retrouve dans beaucoup de séries, d'animés, de mangas, de dramas également. L'interversion de corps, elle permet aussi de mieux comprendre l'autre, en fait. Le garçon qui est dans la peau d'une fille ou la fille qui est dans la peau d'un garçon. Du coup, ça casse un petit peu les frontières entre les genres et les personnages sont amenés à un peu mieux se comprendre et aussi à rentrer
dans le bon sens du terme, dans l'intimité l'un de l'autre et de comprendre en fait comment se positionnent les relations inter-individus. Mais c'est pas tout, parce que dans cette interversion, il y a aussi une autre dimension. Et il y a aussi une dimension temporelle. Et c'est là aussi quelque chose qui plaît énormément aux Japonais. On le sait à travers la traversée du temps qui nous est arrivée en France grâce au film de Mamoru Hosoda, un autre de la jeune génération d'animateurs au Japon. La traversée dans le temps, en fait, c'est pas juste ce film d'animation-là, ça remonte à un roman paru il y a des dizaines d'années au Japon qui a ensuite été décliné à travers des films d'animation, mais aussi à travers des films en prise de vue réelle, des mangas. Donc c'est vraiment un élément fondamental de la science-fiction japonaise. Et c'est ici une thématique qu'on retrouve en fait également dans le film à sa manière. Et aussi, moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'on retrouve vraiment le Japon. C'est clair, il y a vraiment l'esprit du Japon. Il y a Tokyo, la mégalopole. On retrouve des éléments qu'on connaît bien, Rosalie et moi, par exemple le quartier de Shinjuku, la fameuse tour Dokomo. Elle est au cœur de la représentation de Tokyo. Il y a aussi la gare de Shinjuku, avec la manière dont elle a été refaite. Pour l'anecdote, on a des room tours et plein de vidéos à venir parce qu'on a habité vraiment en plein cœur de Shinjuku, genre presque là où le personnage habite, quoi. Ouais, c'est vraiment le Shinjuku 2016, en plus après que les travaux sur la gare aient été opérés. C'est vraiment très très frappant. Le film nous donne vraiment l'occasion d'être immergé dans Tokyo, mais pas seulement. Pas seulement, parce qu'il y a aussi le côté Inaka. Il y a aussi le côté campagne, comme tu dis, à travers le village dans lequel vit Mitsuha. Et en fait, le village en question s'appelle Itomori. C'est un village fictif, mais basé sur des lieux réels, notamment le lac qui joue un grand rôle dans la ville de Itomori. C'est un lac connu de la préfecture de Nagano. Et le cratère dans lequel le sanctuaire de Miyamizu, le temple Shinto dont s'occupe Mitsuha et sa famille, c'est aussi un cratère connu pour les Japonais. Donc c'est à chaque fois des paysages véritablement ancrés dans le pays. Je veux y aller! Oui, on devrait y aller. Et d'ailleurs, il y a des sites internet qui recensent les différents lieux qui ont donné leur inspiration à Kimi no Na wa. Donc on pourra vraiment faire ça. Alors juste une parenthèse, il y a de plus en plus de séries japonaises qui s'ancrent comme ça dans les préfectures. Et à côté de ça, en fait, il y a même des guides touristiques. Et c'est parfois même des actions conjointes des régions qui veulent promouvoir en fait leur patrimoine et de séries animées. On se souvient par exemple de Flying Witch qui met en valeur de très belle manière Aomori. Et justement, cette histoire sent vraiment le réel, mais pas que pour les décors. Mais aussi pour le lien avec l'actualité, on va dire. C'est vraiment, pour moi, le premier film d'animation qui soit à ce point post-séisme et tsunami du 11 mars 2011. Parce qu'au cœur du film, il y a une catastrophe naturelle non prévisible, mais qui va provoquer le même type d'impact que le tsunami. Également, dans l'intrigue, il y a ce questionnement en fait sur comment réagir face à un événement imprévisible, comment l'administration peut faire en sorte de véritablement protéger les habitants et non pas de leur donner des ordres et contre-ordres comme ça a pu être le cas. Et là, on retrouve un petit peu des éléments qui ont été à l'objet de polémiques au moment du séisme et surtout du tsunami du 11 mars 2011. Il y a des endroits où en fait les instructions qui furent données par les autorités ne protégèrent pas vraiment les habitants et de fait des personnes se sont retrouvées à périr parce que les instructions qui étaient données par l'administration pour réagir rapidement à l'arrivée du tsunami n'étaient pas correctes. C'est aussi quelque chose qui apparaît dans le film. Ce que tu appelles administration dans le film, c'est clairement... La mairie. C'est clairement les politiciens. Oui, c'est clairement les politiciens, effectivement. Là encore, un petit peu comme dans Godzilla, le rôle des politiciens et leur manière de protéger la population face à des catastrophes non prévues, elle est vue sous un angle très critique. Elle est vue sous un angle, ils font juste tout pour se faire réélire. Quitte à aller vers de la corruption même, effectivement. Je me serais pas forcément dit ça dans un tout petit village du Japon d'ailleurs. C'est vrai. Et alors comme tu l'as dit, il y a un temple Shinto. Qui est au cœur même de l'intrigue et de la vie de Mitsuha. Et ce temple Shinto perpétue en fait une tradition surprenante dont il est dit en fait qu'elle n'a plus vraiment cours au Japon, mais qui serait à l'origine même des tout premiers sakés qui auraient vu le jour au 8e siècle, c'est-à-dire ce sont des jeunes vierges qui mettraient de la salive en absorbant des quantités de riz, puis en ressortant la substance derrière,
Et en laissant ceci reposer, en fait, on obtiendrait une fermentation qui conduirait à la production d'un alcool particulier, ce Kuchi Kamisake, qui est donc un alcool très intime, d'une certaine manière, très gênant pour l'héroïne. Cette tradition, de la même manière que la tradition des nœuds et des cordages, puisque la famille maternelle de Mitsura dans ce film réalise des cordages anciens, notamment pour les personnes qui se marient. Cette tradition des nœuds et du lien entre les personnes joue un rôle crucial entre les personnages et pour le dénouement justement de l'intrigue. Un mot d'ailleurs, le nom de la ville est aussi parlant parce que Itomori, littéralement, ça fait le village du film. Et tout est lié au musubi, au fait de nouer, au fait de traiter les liens du temps, les liens des personnages, les liens. Un autre truc énorme de ce film, c'est quand même la musique. Incroyable. Elle est composée par le groupe japonais Radwimps, que les Français ne connaissent pas forcément, mais c'est vraiment un groupe reconnu là-bas. Et là, en fait, ils ont composé de nombreuses chansons pour le film. Il y a pas mal d'insert songs, c'est-à-dire pas mal de séquences qui prennent le temps de s'arrêter sur le quotidien des personnages de manière dynamique, ou en tout cas en lien avec les compositions. L'identité du film, elle est vraiment liée aux compositions de ce groupe-là. Moi, je trouve que c'est une des grandes réussites, c'est-à-dire il n'y a pas seulement une identité visuelle et scénaristique, mais il y a une identité sonore qui est propre à ce film-là et qui permet d'enrichir la réalisation. Mais je trouve que c'est pas que la composition musicale, c'est dans les paroles aussi, parce que les paroles collent vraiment à ce que sont en train de vivre les personnages, à ce qu'ils sont en train de ressentir. Et même ce qui m'a étonnée dans ce film, c'est que ça commence par un opening. Oui, c'est vrai. On se croirait presque par rapport à une série animée, mais rien de tout cela. Et puis il y a d'autres séquences qui font penser à des openings à des moments du film, en tout cas qui permettent de poser un petit peu les personnages, leur évolution, c'est vraiment super. Moi j'ai adoré, j'aime beaucoup quand la réalisation du film donne de l'importance à la musique, et là c'est une grande réussite. D'ailleurs à mon avis c'est pas totalement un hasard si le film marche si bien que par exemple La Reine des Neiges, où là aussi la musique et les chansons avaient de l'importance, parce que quand on sort du film, eh bien on peut aller écouter les musiques, on vit vraiment le film à travers les musiques et ça donne encore plus envie de retourner voir le film. D'ailleurs, on a des amis japonais qui en sont à leur 3e ou 4e visionnage. C'est dire en fait combien le film est marquant. Ouais, et d'ailleurs c'est pas idiot de retourner voir le film parce que c'est là qu'on se rend compte que des séquences du début parlent complètement une fois qu'on a vu la fin. Donc voilà, tout ça, ça fait sens. Il n'y a aucun gaspillage de scène. Le moindre détail qu'on voit, on peut se dire voilà, ça fait partie du quotidien, c'est banal, contemplatif. Non, tout a un sens, tout va servir à toute l'histoire. Et à mon avis, c'est la marque d'un grand réalisateur, parce qu'en fait, quand on visionne le film pour la première fois, tout vient, c'est naturel, mais on n'a pas l'œil arrêté par ces indices-là. Mais en fait, effectivement, on voit que chacun des petits éléments a son importance. Et d'ailleurs, faites attention aux smartphones, notamment les iPhones. Et alors au final, moi j'ai adoré ce film. Qu'est-ce que t'en as pensé, Marga? Ouais, moi aussi j'ai adoré. Ça faisait longtemps qu'un film m'avait pas ému comme ça, m'avait pas enthousiasmé comme ça, m'avait pas impressionné comme ça. Donc la réalisation sur tous les aspects qu'on a abordés auparavant, c'était incroyable. C'est vraiment un film japonais mais qui parle à tout le monde. Moi je trouvais que ça faisait ressentir beaucoup d'émotions. Et puis maintenant, quand je vais me promener, j'ai vraiment envie d'avoir les musiques avec moi et de les écouter parce que c'est vraiment chouette. Alors le film est vraiment parti pour marquer la carrière internationale de Makoto Shinkai. Et j'espère que quand le film arrivera en France, il bénéficiera du même effet qu'au Japon. Il le mérite vraiment. Je vous encourage à suivre l'actualité du film sur les réseaux, à voir quand est-ce qu'il passe près de chez vous, parce que c'est vraiment une réussite sur toute la ligne. Bon, et ce qu'on sait, c'est que le prochain film de Makoto Shinkai devrait arriver d'ici 3 ans. Il a expliqué cette semaine qu'il aimerait que sa nouvelle production arrive d'ici 3 ans. Donc plutôt une fréquence assez soutenue pour ses réalisations. Ce qui fait un peu penser à Mamoru Hosoda, je l'ai évoqué précédemment à propos de La Traversée du Temps. Il a réalisé La Traversée du Temps qui a commencé à vraiment le faire connaître, puis Summer Wars, puis Bakemononoko. Et en fait, voilà, c'est la nouvelle génération de réalisateurs japonais. Elle est là, elle est vraiment en train de proposer des œuvres profondes. Moi je suis vraiment enthousiaste et j'ai hâte de voir la suite. Et voilà pour cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Bye bye. Alors juste pour l'anecdote, en fait, il y a des déclinaisons en manga et en roman. En fait,
de Kimi no Na wa. Donc ça c'est le roman jeunesse qui est du coup plus accessible que le roman adulte, dans lequel il faut dire il y a des petits dessins qui permettent un petit peu de donner une idée de l'environnement. Et puis il y a le manga. Il y a un manga en 2 tomes qui est en cours de publication au Japon qui permet aussi de retrouver les personnages. Oui, comme c'est un super succès, forcément ça se retrouve sur tous les formats possibles. Impressionnant! J'aurais pas cru, hein. Moi je pensais que ça allait être un film vraiment anecdotique, Kimi no Na wa. Ouais, la première fois qu'on a vraiment vu la promotion en fait, de ce film, c'était dans une librairie à Kirabala et le trailer en question jouait surtout sur l'interversion de rôle, le garçon qui se retrouve dans la peau de la fille et inversement, et en fait c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus intense que ça. Donc donner sa chance au film, il le mérite vraiment. Les décors reconnaissables, l'ancrage dans la réalité, catastrophe. C'est un classique. Je vais lire par terre. C'est un classique.